s'intéresser aux normes, aux réglementations. Et pour cette table ronde, j'accueille tout de suite Karine Havas, présidente de Bureau Veritas France, leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Nicolas Total, qui est vice-président d'Hendrix, expert en conseil, audit et expertise comptable. Emmanuel Hertel, directrice générale d'Innovation and Trust, la Digital Factory de Tessi, entreprise spécialisée dans l'externalisation des processus d'affaires. Stéphanie Ochabi, vice-présidente senior vente et opérations Europe de Quadient, entreprise spécialisée dans le développement de logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier. Et Laurent Tapie, président de Delage Automobile, qui a repris donc cette marque refondée en 2019. Et vous allez nous en parler, mais quelques mots, comme tout à l'heure, un petit peu pour positionner le sujet. Donc en fait, quand on parle de normes et réglementations, on est plutôt sur des réactions type complexité, contrainte, bureaucratie, millefeuille réglementaire. Alors derrière cette complexité, il faut savoir qu'il y a quand même un système qui est puissant, qui permet de structurer les économies, de protéger les citoyens et d'organiser les marchés. Et puis aussi, il faut faire attention pour bien distinguer réglementation de normes, puisque la réglementation vient de la loi, elle est obligatoire, c'est les pouvoirs publics, vous nous en direz plus, qui décident, alors que la norme, souvent c'est les entreprises finalement qui la demandent. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est sollicitée pour avoir une conformité quelque part, et vous allez nous en parler davantage. Globalement, on peut estimer qu'il y a environ 1500 règlements européens par an, donc c'est quand même assez difficile pour les entreprises de se tenir informées, d'être bien dans les clous pour se tenir en conformité. Et évidemment, la Commission européenne, elle tente de proposer des optimisations, des simplifications pour réduire les coûts administratifs des entreprises. Mais a priori, c'est compliqué de faire simple. Les gouvernements de chaque pays font pareil, avec à chaque fois des lois de simplification. D'ailleurs, il y en a une bientôt qui arrivera à l'Assemblée, on ne sait pas très bien quand, mais l'idée, c'est de réduire les coûts administratifs avec toutes ces exigences, que ça soit réglementaire ou normative. Alors, on n'est pas là pour faire un procès contre les normes, enfin des normes ou des réglementations, mais pour voir comment on peut simplifier, aborder les choses autrement pour libérer la croissance, comme l'indique le titre de la table ronde. Et on va commencer par une très belle histoire, et on va voir si c'est justement une histoire parsemée de réglementations et de normes difficiles à supporter. Je pense à vous, Laurent Tapie, vous êtes président donc, de Delage Automobile, je disais, vous avez relancé cette marque française mythique dans un secteur qui est concurrentiel. Vous êtes devenu actionnaire majoritaire en 2019. Vous allez nous raconter, savoir si c'était un parcours du combattant. J'ai l'impression que c'est un peu mi-chèvre, mi-chou, mais on va le voir. Mais je voulais, avant que vous nous en parliez, qu'on visionne un petit peu l'aventure, puisqu'on a tout ça en images. On regarde tout de suite. You can go for it now. Pas mal pour une ouverture. Alors,
c'est une bonne illustration de savoir comment on aboutit à un prototype comme ça, la D12. C'est ça, on dit D12, l'attelage D12. Est-ce que ça a été compliqué de naviguer entre les normes? On parle de crash, peut-être crash virtuel qui permettent d'éviter de bousiller un certain nombre de voitures. Expliquez-nous comment ça a été le parcours. Alors honnêtement, d'abord, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une démonstration qu'on peut encore faire des belles choses en France. Oui. Et les normes n'ont pas été de loin la plus grosse difficulté dans ce projet. Quand vous reprenez une marque ancienne comme ça et que vous essayez de refaire un constructeur automobile, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. Je peux vous assurer que les normes, c'est le cadet de mes soucis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en soucier, mais ça n'a pas du tout été la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est de réunir les fonds, les équipes techniques, etc. Après, pour répondre précisément à la question des normes, il y a des choses positives, des choses moins positives. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même une réglementation différente selon le volume de production, heureusement. Donc, vous parliez des crash tests. Nous, on est dans des volumes de production très faibles, puisque c'est une voiture qu'on va faire à 30 exemplaires seulement pour le monde entier. On n'a pas besoin de faire des crash tests réels, on les fait en virtuel. On évite de casser des châssis en carbone qui coûtent extrêmement cher, donc ça c'est bien. Mais par contre, sur les émissions, par exemple, là, il n'y a pas de distinction. Que vous fassiez une voiture ou que vous en fassiez 100 000, votre moteur doit passer les mêmes normes. Ça, c'est un peu difficile parce que ça, c'est des gros investissements pour nous, alors qu'avec 30 voitures, dont probablement 4 qui seront en France et peut-être 15 sur l'ensemble de l'Europe, peut-être même moins, et je vous laisse imaginer les émissions que représentent 15 voitures. Donc, surtout que c'est une clientèle qui ne roule pas, ou très peu. Voilà. C'est pour se faire plaisir. Exactement. Donc, le regard, le plaisir de regarder. C'est un peu dommage d'imposer tout ça pour 15 voitures qui rouleront très peu, mais on est bien obligé de s'y plier. Donc, globalement, je n'ai pas trop à me plaindre, dans mon métier en tout cas, de ce que représentent les normes. Pour homologuer une voiture aux normes européennes, c'est pas monstrueux. Et juste là, en ce moment, ça va bien, cette entreprise, depuis que vous l'avez reprise, donc c'est quelque chose qui... on a passé toutes les étapes qui étaient difficiles, puisque aujourd'hui on a une usine en production qui livre des clients. C'est d'arriver à ça qui est dur. Une fois qu'on est là, on est rentable déjà pour la 2e année consécutive. Et d'ailleurs, là, je fais une levée de fonds ouverte au public qui a été sursouscrite 5 fois. Voilà, donc je lève 5 fois plus que ce que je m'attendais à recevoir, parce qu'il y a un vrai enthousiasme. Bravo, on peut applaudir. Vous avez créé un enthousiasme pour des gens qui aiment donc surtout regarder leur voiture et moins conduire. Ça, c'est intéressant. Exact. C'est une voiture à 2 millions d'euros, donc ceux qui possèdent des voitures à ce prix-là ne veulent pas prendre trop de risques avec. Je comprends. Il ne faut pas que je fasse de créneau, moi, avec du coup. Karine, alors on entend Laurent Tapie qui dit finalement ça n'a pas été le plus gros souci, même si côté émissions de CO2 il y a des exigences assez importantes. Je voudrais revenir justement un peu sur cette rhétorique, sur la sémantique, normes, réglementation, et comprendre un petit peu ce que ça apporte aussi. Ça représente une contrainte, pas tant que ça si on entend Laurent, mais c'est aussi quelque chose de protecteur et d'important pour les entreprises. Rappelez-nous ça. Oui, bien sûr, je vous remercie en introduction déjà d'avoir bien fait la distinction entre la réglementation, la loi, et les normes qui sont majoritairement, presque exclusivement volontaires. Ça, c'est très important. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire, je vais raconter une histoire, pas de voiture, mais de bateau. Je vais vous emmener il y a 200 ans, en 1828. En 1828, sur les côtes européennes, il y a de grosses tempêtes, des ouragans qui ont frappé nos côtes, et notamment beaucoup de bateaux. Alors Jules Verne dira dans l'île mystérieuse, plus de 300 bateaux, on parle de milliers de bateaux, ont coulé. Et suite à cette tempête, cette crise, finalement, en 1828, les assureurs ne souhaitaient plus assurer les navires. Les armateurs faisaient face à une crise financière avec des investissements et des dettes, des investissements à faire et des dettes significatives. Les commerçants avaient leurs marchandises qui étaient sous l'eau et qui eux aussi avaient des problèmes financiers. Et on avait les marins et les navigateurs qui étaient sur le quai et qui ne travaillaient plus. En 1828, crée Bureau Veritas et pourquoi faire ? Pour co-créer finalement cette norme maritime qui, 200 ans après, est toujours a évolué bien évidemment, mais est toujours en vigueur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un vrai besoin du secteur maritime, il y a eu un vrai besoin de cet écosystème marin de pouvoir normer de façon à ce que les assureurs puissent
assurer les navires en connaissance de cause, en gérant, en anticipant les risques. Les armateurs puissent mettre leurs bateaux et transporter des marchandises en étant certaines que ces marchandises allaient arriver à bon port. Et puis, bien évidemment, les marins pouvaient s'embarquer sans risquer leur vie. Donc voilà, c'est ça une norme en fait. Et c'est là où Bureau Veritas a trouvé sa naissance en 1828. Mais c'est pour vous expliquer que les normes volontaires, et je pense que Laurent l'a très bien dit, les normes sont utiles. Elles viennent ici, elles sont créées, co-créées, et ça c'est très important, je pense que c'est une grosse différence, par les différentes parties prenantes, qui fait qu'elles sont pragmatiques souvent, qu'elles sont mesurables après, qu'elles sont contrôlables et qu'elles servent à protéger contre les produits importés, protéger contre la sous-traitance qui parfois n'est pas la même que celle qu'on peut connaître ou en tout cas qu'on tolère et qu'on accepte en Europe. Donc voilà, donc je pense que cette distinction est très importante. Nous, chez Bureau Veritas, on promeut la certification volontaire depuis des années. Et je pense que vous, clients, entreprises notamment, vous en faites partie. Il y a 1,5 million certificats de la norme ISO 9001 que tout le monde connaît. C'est une norme volontaire dans le monde qui a été attribuée, délivrée dans 190 pays. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc on n'est pas là pour remettre en question les normes. En revanche, je pense que la réglementation voilà. est un peu différente dans la mesure où souvent, ou parfois, j'ai envie de dire, ou en tout cas quelquefois, c'est un empilement de normes qui peuvent être contradictoires, qui sont mal comprises, qui peuvent être donc inefficaces et parfois ne pas faire preuve de valeur ajoutée. Et là, la preuve en est, je vais nommer la CSRD. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, je voudrais y revenir et se placer au niveau européen parce qu'il y a tout un programme justement pour essayer de simplifier parce qu'on l'a entendu ce matin, je crois que c'est Michel Barnier qui en parlait sur un petit peu, on fait un peu du zèle en France et probablement dans d'autres pays, sur une surtransposition de tout ce qui arrive. Et il y a l'Europe donc qui fait tout un programme de simplification sur 2024-2029. Vous allez nous dire où nous en sommes et sur ces lois omnibus justement qui permettraient d'exempter certaines entreprises, dont les ETI, de la CSRD, par exemple. Expliquez-nous un peu où on en est là-dessus. Alors, je pense que déjà, depuis le rapport Draghi, en novembre 2024, il y a eu une vraie prise de conscience de l'Europe, de l'Union européenne, sur le fait que c'est trop de normes, ou en tout cas trop de complexité dans nos normes, avait un impact direct sur le ralentissement de la croissance au sein de l'Union européenne depuis les années 2000. Donc ça, c'est le premier constat. Je pense aussi qu'il y a une harmonisation des réglementations qui est possible. On le voit, les lois, elles sont appliquées partout de la même façon au niveau de l'Europe. En revanche, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, les directives, et c'est ce dont parlait, je pense, Michel Barnier ce matin, les directives européennes sont transposables de façon différente en fonction des États. Et donc là, on voit bien que certains États ne la transposent pas, tout simplement. D'autres la transposent à leur façon. Et d'autres, comme la France, je pense, la surtransposent. Et donc c'est là où est la problématique quand on parle de réglementation. Maintenant, je pense que si on revient sur la CSRD et sur votre question, l'Europe, nous sommes tous rendus compte que c'était très complexe, très compliqué. Et c'est aussi ça la force de l'Union européenne, c'est de se rendre compte qu'on a fait une erreur et de revenir en arrière. Et là, la loi Omnibus vient corriger et alléger, j'ai envie de dire, cette réglementation. Donc on a vraiment allégé 4 textes, le reporting ESRS, la CSRD, la CS3D, la taxonomie, le CBAM. Donc il y a eu une vraie action, et concrètement c'est quoi cette action? En mots simples, c'est 5 fois moins d'entreprises qui sont soumises à la CSRD qu'au départ, c'est 2 fois moins d'informations à devoir produire, c'est des textes beaucoup plus simples, il y a 2 fois moins de pages, très concrètement, et aussi une limitation en tout cas des données non matérielles en fait dans la taxonomie. Maintenant, c'est bien, mais je pense que, et là je pense que vous en direz quelques mots, mais les auditeurs ont un vrai rôle à jouer auprès des entreprises pour s'assurer qu'on ne demande pas trop, ou en tout cas des choses qui sont non matérielles dans leur secteur d'activité, qui font pas sens d'un point de vue économique.
Je propose qu'on voit tout de suite au niveau des entreprises comment ça se passe. Peut-être avec vous, Emmanuel Hertel. Donc, vous êtes directrice générale d'innovation and trust, la Digital Factory de Tessie. Comment ça se passe chez vous? Normes, réglementations, trop, pas assez peut-être pas. Quand on aime, c'est jamais trop, non? C'est ça. Effectivement. Mais il y a peut-être des limites. Expliquez-nous un petit peu votre expérience. Il y a des limites. Tessie fait un métier très particulier, on fait un métier d'outsourcing. Donc les entreprises outsourcent chez nous leur processus métier. C'est un empilement, vous l'avez très justement dit. On a des normes qu'on doit respecter, qui sont attendues dans nos appels d'offres. Donc à chaque fois qu'on répond, on doit être ISO 9001, on doit être NF 461, on doit être, je sais pas moi, HDS, et tout. Donc on en a quand même beaucoup. Ça s'empile et ça vient effectivement se rajouter à des obligations réglementaires ou légales françaises et européennes. Pour la petite histoire, dans notre activité, on a de l'archivage électronique. Alors, l'archivage électronique, tout le monde voit ça comme un peu la cinquième roue du carrosse. En fait, c'est la base de ce qui va servir à faire travailler tous les prompts IA dans les entreprises. C'est la matière grise. Et le 20 mai 2024, on a vu arriver l'EDAS V2, donc la nouvelle norme autour de l'archivage, introduisant dorénavant un archivage qu'on appelait qualifié. Donc, on avait l'archivage simple, l'archivage avancé, celui qui est certifié NF 461, puis dorénavant, on va avoir une nouvelle couche. Et en fait, tout ça, ça coûte énormément. Nous, on est partisans et fortement impliqués sur le fait d'expliquer à l'État régulièrement que c'est bien d'empiler, c'est bien de vouloir faire son local, mais que, au bout d'un moment, c'est trop en réalité. Donc, on est très européen, on est une société internationale, mais cette volonté d'harmoniser la pratique en Europe, mais aussi en France, est clé. Dans l'autre sens, et c'est toute la contradiction du sujet, c'est que ça nous protège. Quand l'État français met des normes dans lesquelles les Américains n'ont pas envie d'investir parce que ça ne concerne que la France, ça protège aussi le business. Typiquement, l'EDAS V2, par exemple, va nous mettre sur tous les Européens sur le même pied d'égalité. Et d'un coup, là, le marché devient intéressant pour les Américains, qu'on n'a pas du tout envie de voir rentrer sur ce marché-là, par exemple. Et je ne dis pas ça par rapport à toi, mais justement, mais oui, je sais, c'est le fait qu'on ne veut pas les voir rentrer. Mais on est pris en fait sur cette dualité entre l'Europe, être à fond et pouvoir avoir les mêmes normes partout. Et puis c'est vrai qu'en France, on est quand même très particulier. Nous, on est contraints par l'ANSSI, par exemple, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui nous remet une couche, en plus des normes, en plus des lois. Et nous, on n'a pas que 2 voitures qui tournent. On gère des pétas de data, mais tout ça avec des surcouches de surcouches que nos clients qui sont dans la salle, puisque nos clients sont les ETI, vous ne voulez pas payer. Donc on a un vrai sujet économique entre pour montrer patte blanche, parce que vous devez de montrer patte blanche par ailleurs, et d'avoir les moyens en fait d'investir sur une commoditisation finalement. Merci beaucoup. J'entends qu'il y a un coût qui est difficilement estimable de la norme ou de la réglementation, mais on sent qu'il y a un coût. Nicolas Total, vous êtes aux premières loges, puisque président d'Hendrix, et vous accompagnez les entreprises dans leur gestion comptable, financière et juridique. Comment vous ressentez les choses? Qu'est-ce que vous disent les entreprises? Ça les aide à libérer de la compétitivité parce que la norme protège, ça les contraint. Quel est le retour? Est-ce qu'il y en a qui estiment d'ailleurs le coût d'une norme ou d'une réglementation? Alors effectivement, mon groupe accompagne plus de 12 000 entreprises en France, donc on est aux premières loges pour voir un petit peu les impacts de toutes ces réglementations, ces normes. Sur le fond, souvent, les idées sont bonnes. Voilà, je pense que ça va dans le bon sens, ça a été cité. C'est une volonté d'harmoniser les pratiques, de sécuriser les transactions, aussi d'inciter les entreprises à engager un certain nombre de transformations. Donc, sur le fond, c'est bon. Après, les ETI qu'on accompagne, bien entendu, elles interviennent sur des marchés internationaux, globalisés. Elles sont souvent en face d'entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que le fond est bon, mais après, la forme est compliquée à mettre en œuvre pour toutes ces sociétés. Il y a 2 sujets, moi, qui me paraissent primordiaux. Ensuite, pour déployer toutes ces réglementations, c'est d'une part la proportionnalité. Une norme ne s'applique pas de la même façon à une PME, une ETI ou une grande entreprise. Et on y reviendra tout à l'heure, mais la CSRD, c'était le meilleur exemple. C'était d'une complexité folle. Le fond était bon, mais c'était vraiment beaucoup trop complexe à dérouler dans une ETI. Et puis après, c'est d'éviter une complexité administrative qui pèse beaucoup trop lourd et qui n'est pas créatrice de valeur pour les entreprises. Donc,
tout est question de proportionnalité. Il faut vraiment trouver un point d'équilibre pour vraiment que ce soit un facteur de compétitivité, parce qu'encore une fois, le fond, il y a des idées, il y a des bonnes choses à mettre en place, mais après, il faut que ce soit quand même facile à s'approprier au niveau des dirigeants et des entreprises. Alors justement, sur la CSRD et sur la CS3D, il y a eu des avancées pour essayer Exactement. d'exempter une partie des ETI. Quel impact? Comment ça se passe? C'est Ouais. une bonne nouvelle pour les entrepreneurs? Alors concrètement, c'est plus qu'un coup de rabot avec la loi Omnibus, puisque quand même beaucoup d'entreprises étaient concernées. Et la loi Omnibus est venue relever significativement les seuils d'entreprises éligibles, puisque désormais sont concernées, pour la CSRD et la C3D, les entreprises de plus de 1000 salariés et qui réalisent plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ça concerne maintenant plutôt les grandes entreprises. Donc concrètement, nous, ce qu'on constate au sein des ETI, c'est que globalement, les travaux de mise en conformité qui avaient été engagés, puisque la loi Omnibus est arrivée assez tardivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est mis entre parenthèses. Ça a été stoppé, faute de temps, faute de moyens humains et financiers. Donc on voit qu'il y a eu un très gros coup d'arrêt. On a encore quelques critères ESG qui sont demandés dans certains cas de figure un peu particuliers. Dans le milieu financier, aujourd'hui, investisseurs, banques demandent encore de respecter un certain nombre d'engagements par rapport à la RSE et l'ESG. Aussi dans le cadre d'appel d'offres, puisqu'il y a une loi climat résilience qui va sortir là, au mois d'août 2026, qui va obliger aussi les entreprises qui répondent à des appels d'offres de s'engager sur des critères ESG. Et puis voilà, pour un certain nombre de labels aussi, pour être bien notés sur des labels comme Ecovis ou Bicorp, les critères ESG seront encore demandés. Mais ça reste marginal, et c'est dommage parce que finalement, la loi CSRD, dans le fond, elle avait beaucoup d'intérêt stratégique pour les entreprises, pour anticiper leurs risques et vraiment se positionner de façon vraiment stratégique, de façon pertinente. Si je prends un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée, qui était une PME, petite ETI, qui, dans le cadre de la mise en place de la double matérialité, a identifié dans sa trajectoire, dans son plan stratégique, qu'à horizon 5 ans, elle deviendrait dépendante à hauteur de 80% d'un fournisseur pour l'approvisionnement de ces matières. Voilà, donc la démarche, elle a été vertueuse. Face à ça, l'entreprise a décidé de lancer un plan de recherche et développement significatif pour développer des matériaux de synthèse et faire en sorte que voilà, ce risque-là, elles sont en capacité de l'annihiler ou en tout cas le réduire à l'avenir. Donc ça a du bon, mais c'était vraiment beaucoup trop lourd et trop complexe. Mais il faut faire attention de ne pas le payer plus tard, justement avec des exigences un peu moins bonnes qu'on risque de nous demander quand même par ailleurs. Je voulais aussi parler de la facturation électronique, parce qu'il y a une grosse réforme sur le sujet. Ça doit être mis en place dans toutes les entreprises en septembre 2026, si je ne me trompe pas. Stéphanie Ochabi, vous êtes vice-présidente vente et opération Europe de Quadient, et vous avez réalisé une enquête avec Opinionway sur l'état d'avancement de cette réforme. Qu'est-ce qu'il en est ? Tout à fait. Alors c'est intéressant parce que cette enquête, on l'avait déjà faite l'année dernière. Donc on a pu vraiment voir l'évolution entre mars 2025 et mars 2026. Donc là où par exemple en mars 2025, seulement 27% des entreprises commençaient à se renseigner sur le sujet. Mars 2026, 90% des entreprises, c'est quand même une bonne nouvelle, se disent informées sur le sujet de la facturation électronique qui touche quand même 2,5 milliards de factures et 4 millions d'entreprises. Donc c'est quand même un projet d'importance conséquente. Donc 90% des entreprises se disent informées. En revanche, et c'est là le paradoxe, et c'est pour ça qu'on voit bien que c'est toujours un sujet plus de mise en conformité qu'un sujet qui a été pris de manière plus stratégique, et c'est vraiment dommage. Moi, je pense que ça peut apporter beaucoup plus de valeur. Donc, on voit qu'il y a seulement 7% des entreprises qui sont prêtes, en fait. Donc, ça, ce sont les très, très grosses entreprises qui avaient déjà des outils de facturation électronique, donc qui leur permettaient de se mettre assez rapidement à la norme. En revanche, on a 27% des entreprises qui ont seulement contractualisé avec un fournisseur de facturation électronique, alors que 67% d'entre elles commencent seulement à regarder. Donc là, on est en mars. Effectivement, en septembre, alors,
Les 4 millions ne sont pas concernés en septembre. En revanche, en septembre, il faut effectivement s'équiper pour pouvoir recevoir des factures sur des formats donc électroniques, hein, puisque les grandes entreprises d'énergie notamment voilà, vont émettre leurs factures sur des formats électroniques. Et donc, toutes les entreprises vont devoir s'équiper pour pouvoir recevoir ces factures dans ces formats. Donc, c'est un investissement initial. Donc, prête ou pas prête, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêtes, hein, si j'entends ce que vous dites. Mais après, on y gagne, finalement, avec cette facturation électronique. C'est ça. Donc, pour l'instant, en fait, je pense que c'est encore vu comme beaucoup de contraintes, enfin, comme une contrainte, hein, cette mise en conformité. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, en fait, justement, c'est une approche beaucoup plus de valeur ajoutée et une dimension stratégique au projet. Donc, la facturation électronique, c'est d'abord une réflexion sur les process financiers opérationnels dans les entreprises. Donc, je pense qu'il faut voir le projet de manière beaucoup plus large que simplement cette mise en conformité. Elle permet la digitalisation, l'automatisation, mais aussi la traçabilité. Voilà, comme le notait notre partenaire, effectivement, c'est ici. Donc, c'est très important, cette traçabilité. Et donc, ça permet d'améliorer en fait vos relations commerciales, mais aussi avec l'administration fiscale. Ça permet aussi, c'est très important, d'améliorer la trésorerie et donc l'encaissement des factures, puisque effectivement elles sont... C'est un peu le nerf de la guerre quand même. Elles sont émises de manière beaucoup plus claire. Enfin, voilà, donc les process sont beaucoup plus lisibles. Et du coup, l'encaissement se fait beaucoup plus rapidement. Un petit commentaire, Nicolas Total, comment les entreprises, elles le voient comme une contrainte pour l'instant? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Alors, c'est une véritable opportunité. Vraiment, la facture électronique, ça va vraiment transformer structurellement la gestion des entreprises. Donc, c'est une véritable opportunité. Oui, il y a une contrainte de mise en place pour se mettre en conformité, revoir ses processus, choisir les bons outils, mais derrière, les bienfaits vont être structurants et durables. Il y a effectivement l'aspect digitalisation des flux. Vous allez supprimer un certain nombre de tâches à très faible valeur ajoutée dans vos entreprises. Ça va simplifier votre organisation. Et aussi pilotage, puisque vous allez avoir accès à beaucoup d'informations structurées, avec un côté très immédiat, et puis une donnée qui sera effectivement pertinente pour mieux piloter vos entreprises. Donc là, pour le coup, véritable opportunité, j'insiste sur ce sujet-là. Alors, autre sujet, c'est évidemment l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle agentique, c'est-à-dire qui agit à notre place complètement. Emmanuel Hertel, enfin complètement, oui, pas complètement. On a toujours besoin d'humains. Voilà. Voilà. Mais je voulais savoir si justement, dans votre entreprise, peut-être je poserai la même question à Laurent, savoir si la réglementation, elle est à jour là-dessus. Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle suffit? Est-ce qu'il va falloir un petit peu plus de réglementation? Comment vous voyez les choses? Je le redis, quand on aime, toujours plus. J'y tiens. Alors, effectivement, dans l'IA agentique, hein, l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de technologies. Alors, la phrase est mal tournée, je vais la reformuler après. Beaucoup de technologies, moins d'humains, mais en réalité, c'est de l'humain avec de très très fortes valeurs ajoutées. Mais effectivement, à l'heure où on attend de notre part conformité, qualité, rapidité et coût, plus on va pouvoir déployer de l'intelligence artificielle dans les processus métiers que nous opérons pour nos clients, plus on pourra accélérer également votre transformation à vous et votre conquête commerciale. Clairement, ça patauge en réalité. Tout le monde court après à essayer de légaliser l'IA, d'encadrer l'IA, de dire... Et alors, en IA agentique, on a en plus les ressources humaines. Donc, on a le fait que des robots deviennent des agents qui vont compléter des humains. Est-ce qu'il y en a assez ? La réponse est oui, n'en jetez plus, merci. Est-ce qu'il en faudrait d'autres? La réponse est oui. En réalité, il faudrait une réglementation qui soit plus adaptée. Clairement, on a de l'avance. Aujourd'hui, Tessie a fait ce choix d'être un BPO spécialiste dans un monde agentique en comparant et en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, je les citais pour nous protéger tout à l'heure, là, c'est plutôt pour aller les regarder comme un modèle, ont à peu près 2 ans d'avance sur nous, et on voit bien que ça opère une révolution en termes de rapidité de traitement des processus, hein. C'est des gains de productivité de plus de 60%, c'est juste colossal. Mais il va falloir qu'on encadre tout ça, bien évidemment, pour protéger l'emploi.
Et donc, est-ce que c'est bien fait? Et la réponse est non. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose? La réponse est oui. Comment ça va se faire? On verra, avec un regret primaire qui est que si l'Union européenne était enfin forte, et que ce ne soit pas le Canada qui vienne défendre l'Europe, si l'Europe devenait enfin forte, on pourrait, de manière unie, faire quelque chose de cohérent, ça c'est sûr. Laurent ou Stéphanie, un petit mot rapide, après je... Oui, donc Sur nous, l'IA. effectivement, voilà, on n'oppose pas l'IA avec la réglementation. En revanche, ce que l'on voit, c'est que de mettre de l'IA dans nos logiciels nous permet en fait d'intégrer cette mise en conformité dans les outils. En fait, ça permet aux entreprises de prendre un temps d'avance et pas d'être toujours en retard, voilà, courir après la réglementation. Donc voilà, pour moi en tout cas, l'IA au service de la mise en conformité des outils permet en tout cas de avancer. Vous avez cette question de l'IA, Laurent, au sein de l'âge automobile, j'imagine? On n'a pas la question de la réglementation de l'IA. Ouais. On ne se pose pas la question de quelle est sa réglementation. On l'utilise tout simplement. Il est évident que ça va transformer toute l'économie. Nous, on est dans une niche de marché qui est assez protégée parce que c'est de l'artisanat industriel. Donc, ce n'est pas quelque chose que les robots peuvent faire demain. On sera probablement parmi les derniers à être totalement automatisés. Par contre, on s'en sert déjà en marketing puisque ça nous permet de réduire très considérablement les coûts de production des vidéos, des images, sachant qu'on est dans un métier où les frais de marketing sont très légers et donc ils deviennent encore plus légers puisque vous ne verrez jamais une publicité Bugatti. Voilà. Donc on a très peu de frais marketing, mais ça nous a aidé encore à les réduire. Et ça va continuer. Il y a des études qui viennent d'être paraître justement sur les métiers qui sont les plus impactés. Et en effet, les plus artisanaux sont les moins impactés par l'IA, c'est logique. Karine Havas, au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut imaginer, et ça sera peut-être le mot de la fin, une harmonisation, parce qu'on parle au niveau européen, une harmonisation des règles entre les pays européens, parce qu'on voit que ça coince de ce côté-là. Est-ce que c'est envisageable, ce type d'harmonisation? Oui, encore une fois, ça existe avec les réglementations qui sont harmonisées. Donc le point vraiment, c'est les directives européennes. Et là, il faut que l'Europe s'empare du sujet pour pouvoir s'assurer de la transposition harmonieuse dans tous les États. Et pour conclure, enfin, il y avait les sujets de l'IA, mais globalement, sur les normes, moi je pense qu'il faut plus faire confiance au marché pour normer et moins à la réglementation. Parce qu'on voit que quand on fait confiance au marché, on a des experts, on a des gens qui peuvent s'asseoir autour d'une table et concevoir des normes qui ont du sens et qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et c'est ça finalement l'harmonisation, c'est quelque chose qui fait consensus. Et j'ai une toute petite dernière question, puisqu'il me reste 1 minute 41. Savoir, est-ce que l'idée du 28e régime juridique européen, qui est à l'œuvre actuellement en réflexion au niveau européen, donc l'idée d'un nouveau statut de société européenne unifiée, est-ce que ça peut nous aider là-dessus ? Alors, je ne suis pas spécialiste du 28e régime. En revanche, je pense qu'il s'adresse uniquement aux startups. Et je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où ça peut faciliter l'inscription et l'entrée sur le marché européen. Mais en revanche, je vais citer Yvon Gattaz, qui est un des papas des PME et des ETI, qui disait dans Startup, il y a Start, c'est bien, mais il y a Up, c'est mieux. Il faut grandir. Voilà. Et quand on grandit, je pense qu'il faut indéniablement se plier à la réglementation et aux normes des grands. Mais merci beaucoup, merci pour ces éléments très nuancés sur l'apport et les contraintes, on va dire, les deux, des normes et des réglementations. Je vous propose de rester ici, parce qu'on va recevoir tout de suite Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Bienvenue, on vous écoute. Eh bien, merci. Écoutez, je suis très impressionné. En même temps, ça ne me change pas beaucoup. J'ai l'impression d'être dans l'hémicycle. Mes chers membres du mouvement des entreprises intermédiaires, chers entrepreneurs, mes chers amis, il y a pour moi quelque chose de transgressif à venir m'exprimer ici. D'abord parce que je suis, comme j'aime à dire, plutôt un bac -5. Autant dire que je me sens un peu intrus dans ces bels amphithéâtres universitaires
ensuite que venir parler d'entreprises de production, de croissance, de business, d'ETI au milieu des sciences, des arts et des lettres, qui sont représentés par la toile derrière moi, pourrait sembler incongru. Et pourtant, est-ce une transgression ou, au contraire, n'est-ce pas une fidélité ? Fidélité à un état d'esprit qui a pu être celui de nos prédécesseurs, en ces lieux des femmes et des hommes venus des 4 coins de l'Europe, comme vous les représentez aujourd'hui, et de France, bien sûr, qui n'ont jamais séparé la pensée de l'action, de la création, de la production, avec le goût pour le débat et les échanges, ce que vous venez de faire. Et je vois dans cet événement qui nous réunit aujourd'hui en Sorbonne un symbole très fort, un symbole de ce que représentent les ETI aujourd'hui dans notre économie française, un symbole de l'ambition que la France porte pour l'Europe et avec l'Europe. Il y a 6 ans, le président de la République a lancé en France une stratégie nation ETI qui visait à mieux reconnaître ce que sont enfin les ETI et leur donner les moyens de grandir. Mais comme le disait Winston Churchill, que la stratégie soit belle, c'est un fait. N'oubliez pas de regarder les résultats. Alors regardons ce résultat 6 ans plus tard. Regardons la réalité en face. En 2020, au moment du lancement de la stratégie Nation ETI, la France comptait 5200 ETI. 3 ans plus tard, elles étaient 7000. Même si cela reste inférieur au nombre d'ETI au Royaume-Uni, en Italie ou en Allemagne, qui avoisinent les 12 000, nous avons là encore une marge de manœuvre et des progrès potentiellement à réaliser. Entre 2022 et 2024, les ETI ont été à l'origine de 25% des ouvertures d'usines, soit 2 fois plus que les grandes entreprises. Elles emploient 40% des salariés de l'industrie et elles réalisent un tiers du chiffre d'affaires des entreprises françaises et surtout, ce qui est très important, elles sont partout ancrées, localement, enracinées dans nos territoires. Autant dire, les résultats sont là, ce qui est le fruit d'un engagement collectif, l'engagement aussi de nos 2 ambassadeurs, Catherine Lagneau et Françoise Luscan, que je remercie très chaleureusement pour la mission qu'ils mènent avec tant de conviction et d'énergie, l'engagement des référents ETI au sein des services économiques de l'État en région et surtout l'engagement de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui prennent chaque matin le risque d'avancer, qui choisissent de produire ici. Ces résultats sont aussi le fruit d'initiatives concrètes, ancrées dans le réel. Je pense notamment au Tour de France qui est mené avec les clubs régionaux du métier. Je pense aussi au programme Étincelle qui a été lancé en 2023 pour accompagner des centaines de PME à fort potentiel et pour franchir le seuil de l'ETI. Et là, on a un gros vivier de PME qu'on peut amener à passer dans la catégorie ETI. Et si on ne peut que se réjouir de voir aujourd'hui l'Europe bouger pour que soit votée la reconnaissance de la catégorie de Small Mid Caps après 15 ans, donc après la création des ETI en France, une telle reconnaissance apporterait à nos ETI un peu de simplicité, plus de liberté et donc plus de compétitivité. Alors maintenant, que faire ? Notre économie connaît beaucoup de défis. Il y a les défis du moment, de l'actualité, le conflit au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'énergie qui entraîne une augmentation des coûts de transport et une augmentation du prix de plusieurs matières premières. Il y a aussi les défis plus structurels auxquels nous devons apporter les réponses les plus intelligentes et les plus durables. Je pense ici aux défis que représentent pour notre continent les plateformes de e-commerce chinoises, une concurrence déloyale qu'elles exercent à l'encontre de nos industries européennes. Ils contournent nos règles, ignorent nos standards, ignorent nos codes de la consommation et fragilisent nos industries et nos commerces. Face à cela, oui, mes amis, il faut se défendre, il faut se protéger et oui, il faut
réguler et oui, il faut sanctionner quand c'est nécessaire. En France, je mène à la tête de mon ministère un combat acharné, notamment contre la plateforme Chine. Et c'est un marketplace dont nous avons obtenu la fermeture temporaire en novembre dernier. Nous avons aussi porté le combat au niveau européen et la Commission européenne a ainsi ouvert une enquête en février dernier. En la matière, il ne faut pas hésiter à répondre aux besoins de protection de nos consommateurs et de nos entreprises. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en place une taxe petit colis de 2 €. Nous avons été les premiers à la mettre en place, alors elle est au niveau français pour l'heure. Elle sera au niveau européen à partir du mois de novembre. Elle est contournée, je le sais aujourd'hui, mais nous avons pris aussi un arrêté avec le ministre des Comptes publics, David Amiel, pour pouvoir contrôler les camions qui viendraient de pays européens au moment où ils rentrent sur notre territoire. Donc nous allons mobiliser les douanes en attendant qu'au mois de novembre, les 2 € soient pour toute l'Europe. Donc ça, c'est au titre de la taxe de gestion. Et au titre de la taxe douanière, nous aurons 3 € à partir du mois de juillet, ce qui veut dire qu'au plus tard, au mois de novembre, il y aura bien 5 € de taxes qui s'ajouteront sur les petits colis. On a un petit colis, en moyenne, il fait 15 € pour 3 catégories de produits à l'intérieur. Si par exemple vous avez un t-shirt, une ceinture, un pull, ça fait 5, 10, 15, ce qui veut dire par rapport à une moyenne de 15 € le colis aujourd'hui constaté, ça double. Donc je pense qu'il y aura quand même des effets à partir au grand plus tard du mois de novembre. Pardon. Mais cela ne suffit pas, mes amis. La véritable bataille, elle est ailleurs. Elle est dans notre capacité à produire. Là, c'est du défensif dont je viens de parler. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et produire suffisamment, efficacement, intelligemment, produire sur notre sol en des quantités suffisantes pour remporter la bataille des volumes, qui est aussi la bataille du prix. Et cela veut dire produire du Made in France, du quotidien, du Made in France accessible à tous. Et pour cela, nous avons besoin d'un modèle d'entreprise particulier capable d'atteindre une certaine taille pour faire des économies tout en conservant leur agilité, sachant conjuguer la puissance et la proximité. Or, ces entreprises, elles existent. Ce sont les ETI, c'est vous. Ou pour le dire autrement, et peut-être plus justement, des entreprises de taille idéale, idéales pour produire, idéales pour innover, idéales pour gagner la bataille des volumes et de l'accessibilité. Mais pour qu'elles jouent pleinement leur rôle, nous devons franchir une nouvelle étape. Moderniser. Moderniser en profondeur notre appareil productif, robotiser, automatiser, digitaliser, faire de l'intelligence artificielle un outil de compétitivité. À titre d'exemple, je suis allé visiter l'entreprise Gauthier qui fait des meubles en Vendée, qui est une belle ETI. Il a eu quelques difficultés par rapport à la concurrence. Et donc il a choisi, il a pu se financer, il a choisi de robotiser, de mettre des machines-outils. Et il est capable aujourd'hui de faire du petit mobilier avec une qualité bien supérieure à celle des plateformes chinoises, mais d'être aussi compétitif. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu. Alors il faut après organiser les choses. Il faut faire du Shenzhen au Boupère ou à Chantenay en Vendée et faire en sorte qu'il y ait des sous-traitants qui soient là aussi, donc faire une espèce de cluster autour. Mais on voit que là, maintenant, il y a une compétitivité et on peut, avec cet équipement, avoir des coûts de production qui ne soient pas plus chers que les Chinois. Donc on peut revenir sur ce terrain de jeu-là, qui est la massification. Alors ça signifie aussi qu'il faut orienter les financements prioritairement vers l'investissement productif. Les banques et fonds privés doivent accompagner l'ensemble du cycle de vie. Les financeurs publics doivent privilégier leur positionnement sur la transformation industrielle de moyenne échelle. Cela veut dire notamment
en fonds propres. Ça, la difficulté, c'est qu'il y a besoin, pour faire tout ce travail de robotisation, il y a besoin de CAPEX. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement des dettes, mais c'est aussi des fonds propres. Ce qui peut apparaître, c'est parfois le modèle industriel français, en tous les cas pour les PME, c'est vrai pour les PME, peut-être un peu moins pour les ETI, mais par rapport à nos collègues européens que j'ai cités tout à l'heure, notamment l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, on est un peu plus sous-capitalisé. Donc on a besoin de fonds propres. Et c'est là que tout se joue, car une économie qui n'investit plus aussi dans ses usines est une économie qui renonce, et une Europe qui renonce à produire est une Europe qui s'effacerait à terme. Donc il faut aussi un changement d'état d'esprit pour arriver à mettre en place cette stratégie de fonds propres dont on a besoin. En tous les cas, c'est ce que les études disent. Ça veut dire qu'il faut peut-être que les entreprises s'ouvrent au fait que des fonds propres puissent rentrer en capital pour une durée. Et puis il faut aussi peut-être que les établissements financiers qui produisent souvent de la dette senior assez facilement, peut-être aussi se disent au fond comment on pourrait accompagner en fonds propres. En tous les cas, c'est ce que j'ai pu observer des pays comme l'Allemagne et l'Italie avec des bons résultats, notamment au niveau des ETI. Voilà mes amis, donc les entreprises de taille intermédiaire ne sont pas un entre-deux, elles sont au centre. Elles sont au centre de notre économie, au centre de notre puissance, et dans le monde qui se dessine, plus concurrent, plus rapide, plus incertain, elles sont un avantage décisif pour notre continent, évidemment pour notre pays. Alors oui, soyons transgressifs, mais soyons-le en restant fidèles à ce que nous sommes, un continent de création, un continent de production, et surtout un pays qui place la production industrielle comme le cœur du réacteur de notre économie. Je vous remercie. Bonne journée à vous.